La concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère s'est accrue de 30% depuis l'avènement de la révolution industrielle. Le réchauffement de notre planète est très étroitement lié à cette augmentation. Les dérèglements climatiques qui en résultent auront des effets importants sur les écosystèmes et de sérieuses conséquences socio-économiques si cet accroissement de dioxyde de carbone ne se stabilise pas rapidement. Il est aujourd'hui essentiel de mieux comprendre les changements actuels et d'essayer de prédire ce qui va se passer dans les 50 prochaines années. Voilà le défi que tentent de relever des chercheurs de plus de 20 pays. Ils rassemblent leurs efforts et leurs expertises au sein du réseau Earth-Océan. Les mers couvrent 70% de la surface du globe et participent à la régulation du CO2 en absorbant un tiers des émissions produites par l'homme. Même si certains scientifiques commencent à craindre que la capacité de l'océan austral à absorber du dioxyde de carbone ne soit pas aussi importante que prévu, l'océan mondial peut encore, théoriquement, absorber et stocker du CO2 atmosphérique. Pourrions-nous alors le manipuler pour essayer d'augmenter ce stockage ? L'océan échange du CO2 avec l'atmosphère à travers deux voies. Une première est la pompe physique par laquelle le CO2 se dissout dans les eaux froides et denses qui plongent vers l'océan profond. L'océan froid agit en tant que puits pour le CO2, alors qu'au contraire, l'océan chaud en est une source. La deuxième voie est la pompe biologique par laquelle les algues microscopiques, présentes dans les eaux de surface, fixent du CO2 par photosynthèse. Ensuite, lorsque ces algues meurent, la matière organique sédimente en profondeur. Cette pompe biologique permet donc le transfert du CO2 atmosphérique vers l'océan profond via le cycle du carbone. Cependant, dans de vastes régions océaniques, cette pompe biologique tourne au ralenti. Près du quart de l'océan mondial est globalement très pauvre en microalgues, appelées phytoplancton, et ce malgré des eaux paradoxalement très riches en sels nutritifs, comme le phosphore et le nitrate, véritables engrais naturels de la mer. Que manque-t-il à ces microalgues pour proliférer dans ces immenses territoires océaniques ? Dans les années 80, des scientifiques ont émis l'hypothèse selon laquelle la croissance du phytoplancton dans ces zones serait simplement limitée par une carence en fer. Le fer dissous est naturellement peu abondant dans l'océan et particulièrement rare dans les eaux superficielles du large. C'est encore plus vrai dans des mers éloignées de toute terre comme l'océan austral. Elle ne bénéficie pas des apports de poussière chargés en fer transportés par les vents depuis les zones désertiques. L'un des scientifiques, John Martin, a déclaré « Si les algues poussaient mieux dans l'océan austral, elles captureraient plus de CO2 atmosphérique. » Et, sur le ton de la plaisanterie, d'affirmer à ses collègues « Donnez-moi un demi-supertanker de fer et je résoudrai le problème des excès de CO2. » S'ensuivirent une douzaine d'expéditions océanographiques dans les zones paradoxales de l'océan. Ici, à La Vie, on a réalisé 2 missions de ce type, une en 2000 et une en 2002. Les deux ont eu lieu au sud du front polaire, dans l'océan austral. Pour fertiliser, à partir du bateau, nous prenons des sacs remplis de sulfate de fer en poudre et nous les mélangeons avec de l'eau de mer et de l'acide pour faciliter la dissolution. Après avoir bien mélangé le tout dans des cuves, la solution est injectée dans l'océan par l'arrière du bateau grâce à une pompe. À chaque expérience, les scientifiques ont fertilisé 50 à 100 km² d'eau de surface et ont ensuite pu suivre la réponse du phytoplancton et de façon plus générale,
celle de la pompe biologique. L'ajout de fer stimule effectivement la photosynthèse du phytoplancton et provoque une capture spectaculaire du CO2 atmosphérique. Mais ceci n'est pas sans conséquence sur l'écosystème. La composition de la communauté des microalgues en est affectée et les crustacés zooplanctoniques, attirés par cette floraison, prolifèrent. Les expériences montrent que seulement une petite partie de la matière organique produite en surface est exportée vers l'océan profond. Les modèles numériques basés sur les dernières expériences de fertilisation artificielle en fer confirment que celle-ci ne constitue pas un mécanisme très efficace pour séquestrer le CO2 atmosphérique. Suite à toutes ces expériences, nous savons maintenant que les quantités de fer nécessaires pour capturer un certain volume de CO2 de l'atmosphère sont bien plus élevées que ce qui avait été initialement suggéré. On sait qu'on a besoin d'environ 40 fois plus de fer qu'imaginé. Donc, en fait, au lieu d'un demi-supertanker de fer, on aurait besoin de près de 20 supertankers par an pour résoudre le problème de nos excès de CO2. Confirmant ceci, des chercheurs d'Eurocéan ont aussi étudié la fertilisation naturelle en fer et le piégeage du carbone organique en profondeur près des îles Kerguelen, dans l'océan austral. Ils ont récemment démontré que la fertilisation naturelle en fer est plus efficace que la fertilisation artificielle. Semer du fer dans l'océan pour refroidir la Terre semble finalement peu opérationnel à grande échelle. Cependant, certains scientifiques pensent que cette méthode pourrait être appliquée localement. De toute évidence, il reste des choses à dire sur les effets de la fertilisation artificielle des océans. Beaucoup d'arguments doivent encore être évalués avant d'établir des conclusions définitives. Aussi, des recherches se poursuivent pour mieux comprendre les processus de production et d'exportation de matières organiques et pour établir les conséquences de telles manipulations sur les chaînes alimentaires. L'océan peut-il nous offrir d'autres solutions ? L'océan offre d'autres voies possibles pour améliorer la capture de dioxyde de carbone. Il a déjà été proposé de se servir de la physique de l'océan et de sa circulation pour enfouir du CO2 dans l'océan profond et ainsi l'isoler de l'atmosphère. Pour utiliser l'immense réservoir océanique à des fins de stockage, il faut faire appel à différentes technologies. Dans un premier temps, le dioxyde de carbone doit être piégé à la source sur des sites industriels particulièrement polluants comme des centrales thermiques ou des cimenteries. Le CO2 est ensuite transporté sous forme liquide. Relativement pur, il est enfin injecté directement dans l'océan profond. La chose s'exprime simplement. Or, elle est complexe et coûteuse à mettre en œuvre. Toutes ces options sont encore à l'étude. La validation passe par des expériences pilotes et des modélisations numériques. Nous avons utilisé un modèle de circulation dans lequel du CO2 est injecté dans l'océan profond à 7 endroits différents. Les sites sélectionnés se trouvent près de villes fortement peuplées et à proximité de zones océaniques profondes pour diminuer les coûts de transport. Les endroits choisis sont Bombay, Jakarta, Tokyo, San Francisco, Rio de Janeiro, New York et le golfe de Gascogne. L'efficacité du stockage profond dépend de la durée pendant laquelle le CO2 reste isolé de l'atmosphère. Nous avons mis en évidence que plus le CO2 est injecté en profondeur, plus longtemps il reste enfoui. On s'y attendait, mais nous avons pu quantifier les différences. On s'est aussi intéressé à l'efficacité de rétention de l'océan sur plusieurs siècles. Après 100 ans, 90% du CO2 injecté est toujours dans l'océan, et après 500 années, au moins 50%.
Nous sommes tout simplement en train d'acheter du temps. Au-delà des capacités de stockage du CO2 dans l'océan profond, il faut bien sûr examiner, dans le détail, les effets secondaires comme l'acidification des eaux. Directement liée à l'augmentation du CO2 dissous, elle aurait des conséquences graves sur les écosystèmes marins. L'océan seul n'est pas la solution. Plusieurs industriels s'intéressent et expérimentent désormais des stockages géologiques terrestres. Les problèmes sont différents et tiennent pour l'essentiel à l'étanchéité du point de stockage. Ici, en mer du Nord, au large de la Norvège, on expérimente depuis 1996 une autre voie complémentaire. Le CO2 est séparé du gaz naturel, puis réinjecté sous les fonds marins. Les sédiments et la masse d'eau garantissent une sécurité de stockage sur le long terme. À l'heure actuelle, nous relarguons 7 milliards de tonnes de carbone dans l'atmosphère chaque année. On pense émettre vers 2100 2 à 3 fois cette quantité. Si nous voulons stabiliser le CO2 atmosphérique à un niveau raisonnable, tel que 2 fois le niveau naturel, on doit réfléchir à la façon de réduire la différence entre ces deux courbes. Nous ne pourrons pas y parvenir d'une seule manière, nous devons penser à des solutions multiples. Pour infléchir cette courbe, chaque solution compte. Nous sommes en train de transformer notre planète. Mais ce sont nos enfants et petits-enfants qui vont subir les conséquences de ce que nous faisons aujourd'hui. Et cela aussi, nous devons bien le garder à l'esprit.